Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un très gros avis lecture parce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui de tous les livres que j'ai lus dans le cadre du book club du Pass Culture, donc du club de lecture du Pass Culture, parce que depuis le mois de septembre, je fais partie de ce club de lecture et il y avait un formulaire à remplir, on pouvait postuler si on avait envie. Je l'ai fait, j'ai été sélectionnée et donc depuis chaque mois je reçois 2 ou 3 livres selon des thématiques décidées par ceux qui s'occupent du Pass Culture en fait et du côté culturel. Et donc j'ai lu pas mal de livres en fait depuis parce qu'après il faut rendre les critiques des livres au fur et à mesure et dans le mois la plupart du temps. Donc ça accélère mon rythme de lecture parce que ça me force aussi beaucoup à lire et en même temps je fais des belles découvertes même s'il y a aussi parfois des livres qui ne me plaisent pas plus que ça parce que ce sont pas des livres vers lesquels je me serais tournée si je les avais croisés en librairie. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit point, de vous parler de tous ces livres, donc c'est parti. Petite précision, je ne vais pas parler de tous les livres parce que j'ai aussi reçu des graphiques, mais ceux-là je les réserve pour une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai de mes dernières lectures graphiques. Donc voilà, vous verrez à ce moment-là et comme ça je vous surcharge pas trop parce que là il y a déjà pas mal de livres donc j'ai peur que la vidéo soit un peu trop longue mais c'est pas grave, on va essayer d'aller vite. Alors d'abord j'ai lu donc Le Temps des Ogres de Michel Montmoulinex publié chez Helium. Donc ici on suit Victoire qui a 13 ans qui vit dans un futur proche parce que en fait la sécheresse domine le monde et il n'y a plus du tout d'eau dans le monde. Donc Victoire vit dans ce monde un peu apocalyptique et elle est forcée de fuir son village pour échapper aux patrouilleurs. Elle ne connaît pas le bruit de la pluie, elle a toujours un peu d'eau avec elle, mais cette eau en fait elle est contrôlée par ces hommes que l'on appelle les patrouilleurs. Et donc notre Victoire va vivre une grande aventure puisqu'elle va avoir pour objectif de suivre le lit de la rivière qui a été transformé en chemin creux et elle espère rejoindre le lac Baïkal qui est le dernier réservoir d'eau de la planète. Et donc voilà, on est sur cette petite histoire parce qu'elle est très courte et en fait j'ai bien aimé même si c'est assez spécial, il y a un côté un peu assez onirique je trouve, assez poétique, ça fait un peu comme un conte mais en même temps un conte assez dur puisque notre héroïne Victoire va devoir surmonter des obstacles, elle va rencontrer des êtres humains avec des comportements assez révoltants puisque voilà c'est tous ces êtres humains qui veulent de l'eau en fait, qui sont prêts à se battre et à tout en fait pour avoir cette ressource. Et donc c'était une chouette aventure, j'ai bien aimé franchement, c'était sympa. On reste un peu sur notre fin, ou peut-être la fin je comprends pas forcément trop, enfin c'est plus une fin ouverte, mais il y a ce côté un peu magique finalement, mais dans la façon dont c'est fait en fait. Mais en même temps c'est une belle réflexion sur donc l'humanité, nos ressources et le comportement des humains parce que voilà, c'est surtout un peu un voyage initiatique dans lequel Victoire réalise à quel point les humains peuvent être cruels, mais en même temps elle se fait des amis, bref, donc voilà, une très chouette lecture. Ensuite c'est Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro, donc publié chez Folio, donc que j'ai lu. Alors j'ai appris peu après que c'était un livre assez connu qui donc avait, parce que l'auteur est prix Nobel de littérature. Et donc là on change totalement, même si on est toujours dans le futur, puisqu'on est dans un futur donc où notre humanité, l'humanité a été transformée par la technologie, puisque les adolescents ne vont plus à l'école mais ils grandissent avec des amis artificiels, donc des robots. On est dans un monde envahi par les robots entre guillemets, mais ces robots sont là pour aider les enfants, enfin les distraire, les instruire, ils sont leurs compagnons en fait, tout simplement leurs amis. Et donc on est ici on suit le point de vue ici de Clara qui est donc un robot, donc une amie artificielle, particulièrement intelligente. Elle attend d'être choisie et elle va être choisie par Josie, donc une adolescente qui est atteinte d'une mystérieuse maladie. Et donc à ce moment-là va découler donc cette histoire qui est l'histoire de Clara, donc c'est elle qu'on suit en fait. Donc c'est assez spécial parce qu'on a un point de vue assez particulier, c'est bien tourné, bien imaginé et bien pensé puisqu'on a vraiment l'impression d'être dans la tête de ce robot qui voit les choses différemment. Et en même temps, il y a plein de réflexions qui sont amenées. C'est un récit assez singulier quand même, oui, vraiment spécial dans la manière dont c'est écrit, dont c'est fait. Il y a aussi un côté un peu poétique. En fait, je sais pas trop comment expliquer. C'était bien, pas non plus un coup de cœur, mais c'était assez spécial. Et on suit voilà Clara dans sa nouvelle vie avec Josie. Josie qui, oui, c'est
qui est une petite fille quand même très mystérieuse, on comprend pas forcément tout ce qui lui arrive exactement, mais il y a quand même des rebondissements, du suspense, et ce que je retiens c'est vraiment cette réflexion aussi sur l'humanité et le fait que et la beauté de l'humanité en même temps, parce qu'on est dans la tête de Clara qui voit tout différemment, qui s'émerveille de toutes les belles choses, et sans vraiment le savoir, elle un peu nous fait grandir et elle nous fait penser autrement. Et donc voilà, c'était très très beau en même temps et un récit futuriste assez particulier, mais qui vaut le coup. Ensuite, un très court livre, puisque c'est un livre qui est aussi petit que ça, parce que c'est la collection ALT, qui sont des livres un peu informatifs, hein, qui apprennent des choses. C'est une collection qui a été pensée pour ça. Et ici, c'est quoi l'amour, donc de Ovidi. Donc ici, on parle d'amour, puisque donc dans chaque petit ouvrage de cette collection ALT, on parle d'un sujet différent. C'est pensé pour les jeunes, pour les instruire et en même temps un peu, oui, leur apprendre des choses et leur permettre de voir différemment. Et donc ici, voilà, c'est Ovidi qui réfléchit sur l'amour, qui apporte son point de vue, qui aborde plein de sujets différents. En fait, je saurais pas trop comment vous expliquer ce livre, parce que c'est vraiment des réflexions, sa pensée, et en même temps, donc ça nous fait réfléchir. Franchement, j'ai bien aimé ce côté réfléchir en lisant finalement et apprendre des choses et voir les choses différemment. J'ai envie de dire, ça fait un peu comme Clara et le soleil ou Le temps des ogres au niveau de la réflexion qui est amenée. Mais ici, c'est plus concret, ce n'est pas une histoire. Voilà, donc c'est toujours très bien, c'est très sympa à découvrir, et je pense que cette collection est une collection à suivre pour élargir nos horizons et pour en apprendre plus sur des sujets particuliers. On continue avec Ma Reine de Jean-Baptiste Andrea, donc chez Folio. Alors je n'avais jamais lu cet auteur, il paraît qu'il est assez connu, j'ai découvert ça après, et c'était bien. Mais c'est quand même assez spécial, encore une fois. Ici, on suit donc Shell. C'est l'été 1965 et Shell, donc c'est un enfant, un garçon qui s'enfuit de la station-service où il a grandi avec ses parents. Il veut s'enfuir, mais il va rencontrer une fille qui s'appelle Viviane, et avec elle, tout s'invente et l'impossible devient vrai. Donc Shell, avec lui, ne se sent plus différent et il va lui obéir par jeu, par amour, sans s'apercevoir que son dévouement le conduit bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Et quand je vous dis que c'était assez spécial, c'est parce qu'il y a ce côté vraiment onirique, envoûtant. On est dans la tête de Shell, qui est un garçon assez particulier, là aussi, encore une fois, des réflexions assez particulières, il voit les choses différemment. Et c'était sympa. Je pense pas avoir forcément tout saisi de ce côté onirique, mais ça restait envoûtant, assez oui c'est ça, assez onirique, assez envoûtant. Et c'était beau aussi, avec son assez beau paysage, parce qu'on est voilà sur le plateau qui surplombe la vallée de Las, et c'est très poétique du point de vue de la plume, tout ça. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. En fait, je dois avouer que je n'ai plus trop l'histoire en tête. J'ai quand même mis des post-it, je m'en rappelais pas, mais j'ai quand même mis des post-it parce qu'il y a vraiment des phrases belles, et oui, c'est particulier, mais ça se lit et ça se découvre vraiment comme un récit poétique, c'est ça, avec une certaine sensibilité et beaucoup de belles phrases. Voilà, c'est assez bancal comme avis, j'ai l'impression, mais je recommande quand même de le lire, mais je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Pour moi, c'était pas un coup de cœur non plus, mais c'était une expérience de lecture, voilà. Le prochain roman, c'est Les Dragons de Jérôme Collin, publié chez Alary Éditions. Et ici, on est encore sur un récit très touchant et plein d'émotions, puisqu'on a Jérôme qui a 15 ans, qui est en colère contre ses parents, contre le monde, contre un peu tout en fait finalement, et contre lui. Et donc il va être interné dans un centre de soins pour adolescents sur décision de justice. Il va alors rencontrer là-bas les dragons, enfin ce qui se font appeler les dragons, ce sont des enfants qui sont détruits par leur famille, par l'école, par l'époque. Et il va rencontrer Colette. Colette qui va changer sa vie, qui va faire basculer son monde. Et finalement, je ne peux pas résumer mieux que le résumé. Et le résumé dit: parmi eux, il y a Colette, crâne rasé, bras lacérés, noir sur les yeux. Elle veut mourir, il veut l'embrasser, l'emmener loin d'ici. Et Les Dragons est l'histoire d'un coup de foudre entre des adolescents plus normaux qu'il n'y paraît, un cri d'amour pour ces enfants que notre société cache mais qui disent tant de nous. Vous voyez, c'est un récit assez fort, on le comprend dès le résumé, et en effet, je l'ai dévoré, j'ai été vraiment emportée par ces émotions en fait. On a, en fait, oui voilà, on suit Jérôme en fait, dans sa vie, dans tout ce qui se passe. En fait, c'est lui qui raconte son histoire, Jérôme donc, enfin, on découvre adulte, mais il raconte son histoire et il raconte ce coup de foudre qu'il a eu pour Colette et l'histoire qu'il va vivre avec elle.
Encore une fois, je n'ai pas plus de souvenirs que ça, mais je sais que j'avais beaucoup été touchée. C'est un peu cru, c'est assez cru quand même, je veux dire, on dit les termes, on a ces enfants qui vont pas bien, on parle vraiment de la santé mentale, on parle de ces choses qui vont pas, et en vrai, c'est bien de mettre en avant cette réalité, de mettre en lumière ces problèmes qui existent et finalement qui sont oui, quand même universels d'une certaine manière et dont il faut parler. Et donc voilà, c'était très beau, en même temps aussi quand même ce côté poétique mélangé à ce côté assez dur, mais c'est encore une expérience de lecture et un livre qu'on n'oublie pas pour ses thématiques très fortes. On poursuit avec L'Odyssée des femmes de Muriel Zask, publié chez l'Iconoclaste, et encore une fois ici ce n'est pas un roman, c'est comment expliquer, un livre qui traite donc des femmes dans la mythologie grecque d'un point de vue assez particulier, puisque donc Muriel Zask parle de ces femmes dans la mythologie et parle de leur place, et elle invite à réfléchir sur leur place en fait. Par exemple, le résumé dit: Aphrodite n'est pas une déesse vampe mais la victime d'un mariage forcé. Pénélope n'est pas l'épouse nunuche ou infidèle qu'on a trop souvent présentée mais la clé de voûte de l'Odyssée. Phèdre est scandaleuse parce qu'elle incarne le désir féminin. On parle de toutes ces femmes qui sont vues d'une certaine manière dans ces histoires parce que, comme elle dit, ce sont des mythes racontés du point de vue des hommes, mais en renversant le regard, une autre réalité apparaît et c'est de cette réalité que l'autrice veut nous parler. Donc elle traite des grandes figures de la mythologie en réexpliquant leur histoire et en l'observant sous le prisme quand même de la modernité d'une certaine manière et point de vue en fait. Donc ça fait réfléchir encore une fois, ça fait voir les choses autrement. On se rend compte que dans un sens, oui, c'est assez logique ce qu'elle dit et c'est très intéressant. Ça fait aussi redécouvrir les mythes. Et voilà, encore une fois, je sais pas trop quoi dire parce que je vous avoue, j'ai du mal à parler de livres qui ne sont pas des romans. Ça apprend des choses et c'est très riche et ça me plaît aussi en fait de découvrir ce genre de livres. Mais c'est vrai que pour donner mon avis, j'ai un peu plus de mal. Mais voilà, et puis la plume fait beaucoup parce que tantôt elle est très belle, aussi elle est poétique quand elle raconte ses histoires, etc. Mais elle est aussi très fluide, très, très moderne, très, très simple d'une certaine manière. Et donc on est emporté en fait dans ces différentes histoires et on ne peut que suivre le fil de pensée de l'autrice et se dire ouais c'est intéressant ce qu'elle dit, ça fait du bien de lire ce genre de choses. Et voilà, c'est vraiment bien et donc je pense que l'Iconoclaste est aussi une maison d'édition à suivre par rapport à ça. Puis j'ai lu 18 ans pas trop con de Quentin Le Seigneur, publié chez Sarbacane. Donc ici c'est l'histoire d'un garçon, de notre protagoniste qui est un petit dealer et il nous propose dans le résumé de nous suivre dans une de ses journées en fait, dans son quotidien de dealer. C'est raconté à la première personne du singulier, on est dans le point de vue donc de ce protagoniste dont on ne connaît pas tout de suite le prénom en fait. Et ce que j'ai bien aimé, alors encore une fois c'était intéressant dans le sens où on est plongé dans une cité, on est dans le quotidien de ce protagoniste du coup. Mais en fait, c'est parce que je ne sais pas si ça représente vraiment la réalité ou si c'est vraiment si tout est imaginé par l'auteur. Ça casse un peu les clichés qu'on peut avoir des dealers et des cités parce qu'on se rend compte que notre héros, c'est un mauvais garçon, je veux dire. Le fait de vendre de la drogue, c'est un petit plus pour avoir plus d'argent pour des projets plus tard. Et donc c'était intéressant par rapport à ça. Ensuite, j'ai eu un peu de mal avec la plume et l'ambiance, mais en même temps, ça correspond bien à la réelle ambiance en fait de ces lieux, puisque c'est très cru, on a beaucoup de gros mots, ça fait peut-être un peu ridicule de dire ça, mais c'est pas trop mon style d'écriture. C'est sûr que ça fait très moderne, ça fait très réaliste quand on pense à ces lieux, voilà. Bon, j'ai pas forcément trop accroché, mais encore une fois, c'était une expérience de lecture, j'ai envie de dire. Et je m'attendais pas à tout ce qui se passe, c'est vraiment très intéressant, on est emporté quand même dans ce récit qui est très prenant. Mais voilà, c'est coup-ci coup-ça j'ai envie de dire, c'était intéressant et en même temps j'ai pas forcément trop accroché la plume. Et c'est toujours la question, est-ce que ça représente la réalité ou pas? Je ne sais pas forcément trop quoi en penser. Puis on s'attaque à L'Homme tempéré de Élie Guillou, donc publié ici chez La Belle Étoile. Encore une fois c'est un livre vers lequel je ne me serais pas tournée en librairie, je ne connaissais même pas la maison d'édition. Et encore une fois c'est un livre qui élargit mes horizons entre guillemets, qui m'apprend des choses, qui est très riche en fait, puisque donc on est ici sur en fait c'est l'histoire de l'auteur, c'est l'auteur qui raconte son histoire puisque Élie Guillou
raconte que donc il s'est rendu en Turquie, dans le sud-est de la Turquie, pour y rencontrer des chanteurs traditionnels et il va découvrir là-bas la condition des Kurdes, qui est donc un peuple apatride dont la lutte est réprimée dans le sang. Et il va parler donc après de son retour en France, du fait qu'il ne sait pas comment réagir à ce qui se passe là-bas en Turquie. Et en fait, là-bas, je pense qu'on parle d'un jeune homme, et je pense que par ce jeune homme, il reprend en fait son expérience. Et ce jeune homme qui va en Turquie, qui revient en France, qui parle en fait de ce qu'il a vu là-bas. On est emporté avec lui en Turquie et en France à plusieurs reprises, et en même temps, on découvre ce peuple. C'était très fort puisqu'on est vraiment dans ce pays avec ses problèmes finalement, et ça peut être dur à lire aussi. On se rend compte que on le savait déjà, mais le fait de le lire c'est différent aussi. On se rend compte que oui, il y a des problèmes et on aimerait faire quelque chose, et puis c'est quand même en même temps plein d'espoir. En fait, c'est beaucoup de choses finalement, c'est, je vous dis, un récit d'apprentissage. C'est ça qui va pousser notre protagoniste à plonger dans un tourbillon d'émotions, et donc nous faire plonger nous dans un tourbillon d'émotions, puisqu'il va découvrir tout ça, toutes ces choses qu'il ne soupçonnait pas forcément, et voir la différence entre la France, qui est quand même un pays dans lequel on peut se sentir chanceux de vivre, comparé à voilà ce qui est vécu en Turquie. En même temps, ça nous fait découvrir un autre peuple, une autre culture, et ça aussi c'était intéressant de découvrir ce côté découverte, et ce côté il y a des réflexions qui sont amenées. Encore un récit très fort, encore une fois un récit qui m'a sorti de ma zone de confort. Mais écoutez, il faut savoir sortir de sa zone de confort parfois. Donc une lecture marquante. Ensuite, j'ai lu Alecto, le tome 1, donc ici je ne l'ai pas en papier parce qu'on me l'a envoyé donc en PDF, qui est donc en fait une enquête dans un Paris mais lointain. En fait, c'est un livre qui rend hommage aux romans de gare, enfin romans à dessous comme ils étaient appelés, et qui apparaissaient à la Belle Époque, avec donc ces personnages qui mènent des enquêtes, ces héros un peu farfelus et cette touche de surnaturel. Je ne sais pas si vous voyez le genre, mais donc c'était ça. Et donc là on a notre héroïne Sidonie qui va embarquer dans une aventure incroyable. Je ne peux pas trop vous en dire pour ne pas spoiler, mais c'était bien. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, en fait, l'atmosphère aussi qui est créée. On est vraiment dans ce Paris de la Belle Époque, et il y a une atmosphère particulière. On est vraiment envoûté finalement par cette ambiance avec cette enquête, et puis ces personnages hauts en couleur, ce côté peut-être un peu exagéré parfois, mais je sais pas, c'est frais, c'est agréable, c'est divertissant en fait, et c'est aussi prenant. Et on a cette touche de surnaturel, de magie qui est très plaisante aussi. Ça se lit tout seul, c'est court, mais on est emporté en fait. Et voilà, ça c'est une bonne lecture, j'ai bien apprécié. Et lors du même mois, comme en fait la thématique c'était enquête, investigation, tout ça, donc j'ai lu D'argent et de sang de Fabrice Arfi, publié chez les éditions Point. Et là encore une fois, ce n'est pas un roman à proprement parler, parce qu'en fait on est sur le récit d'une arnaque qui a vraiment eu lieu, enfin, par rapport à la mafia du CO2. Donc c'est une enquête qui se lit comme un polar, qui est écrit un peu comme un polar, mais en même temps c'est pas un roman non plus. On est vraiment sur des explications, mais c'est tourné de manière fluide et romanesque, j'ai envie de dire. Parce que donc on parle donc de Samy, Marco et Arnaud ont réussi en fait à détourner 300 millions d'euros au nez et à la barbe du fisc français sur le dos du droit à l'environnement. Voilà, on est sur ça. C'est intéressant encore une fois puisque j'ai découvert cette affaire que je ne connaissais pas, mais en même temps, je crois que c'était pas du tout le livre pour moi, dans le sens où... Enfin, ça se lisait, j'ai quand même bien apprécié, mais j'avais un peu de mal à rentrer dedans parce que c'était pas un roman, encore une fois, à part entière, mais aussi parce que je pense que c'est un peu complexe aussi, et j'ai eu un peu de mal à tout comprendre, à tout saisir. Ça reste une bonne lecture, pas inoubliable, mais ça apporte encore une fois quelque chose. Je ne retiens pas forcément grand chose, mais au moins j'ai découvert cette affaire. On arrive déjà aux 2 derniers livres, avec donc Fallers, donc de Chloé Delhomme, qui est publié chez les éditions Point là aussi. Et là aussi, c'est un roman, mais un roman assez particulier sur fond donc féministe, puisque donc on est sur l'histoire de Violette, qui a 17 ans, et elle se rend compte qu'elle a un certain pouvoir, comme d'autres femmes en fait, le pouvoir de faire exploser les phallus. Donc elle rejoint en fait un groupe de femmes qui ont ce pouvoir, qui sont appelées les Fallers, et qui vont mener des opérations pour arrêter les hommes dans leurs mauvaises actions entre guillemets, et faire exploser les phallus, ou en tout cas vont mener différentes opérations pour d'abord essayer de faire comprendre aux hommes pacifiquement
qu'il faut arrêter de violer les jeunes filles ou de les attoucher, enfin bref, jusqu'à passer par la violence, mais une violence entre guillemets magique, puisque on est sur des phénomènes assez surnaturels. C'était assez drôle parce que on est sur une histoire quand même assez cocasse de ces femmes qui ont ce pouvoir, donc c'était assez drôle par rapport à ça, mais en même temps assez fort puisqu'on est sur une thématique très importante, on est sur tout ce côté féministe et on parle de la place des femmes dans la société, des hommes, mais surtout du comportement de certains hommes, parce que il ne faut pas non plus faire des généralités, mais on parle de ces hommes qui ont un mauvais comportement et qui ne sont pas punis pour ça, qui font des actes ignobles, mais ça passe alors que ça ne devrait pas. Et donc voilà, on suit Violette dans cette aventure et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a le point de vue de Violette et on a le point de vue aussi d'un homme qui se croit supérieur aux femmes et quand ils apprennent l'existence de ces femmes qui ont ce pouvoir, ils sont assez sceptiques et ils se disent « Oh non, c'est bon, on s'en fiche », mais ils vont recevoir ce qu'ils ont mérité, entre guillemets. Non, il y avait ce côté assez fun, je vous dis, léger, mélangé à ces thématiques très fortes et universelles derrière finalement. Encore un récit particulier, mais c'était assez bien quand même. Et pour finir, on va parler de Mon père, ma mère, mes tremblements de terre de Julien Dufresne-Lamy. Donc là, c'est publié chez HarperCollins Poche. Et donc, ici, tout commence dans une salle d'attente où Charlie, 15 ans, notre protagoniste, attend avec sa mère, parce que bientôt, Alice sortira du bloc, Alice qui est son père. Pendant cette opération, durant cette attente dans la salle d'attente, on va suivre Charlie qui va se remémorer ses 2 dernières années d'une vie de famille terrassée, qui va parler de tout ce qui s'est passé avant d'en arriver là et qui va en fait raconter le parcours donc de son père qui donc comme vous l'avez sûrement compris va devenir Alice après cette opération. Et c'était un récit très fort et très touchant. Je n'avais jamais lu de récit de la sorte, qui traitait de la transidentité. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a ce côté aussi un peu poétique par rapport à certaines réflexions qui sont faites, par rapport à la manière dont c'est raconté. Charlie est quand même assez jeune, bon 15 ans, mais je trouve que ça a bien été retranscrit. Et on suit ce parcours, ça se lit tout seul. C'est des chapitres aussi très courts. On est vraiment dans les émotions et dans la retranscription en fait de cette vie de famille, de tout ce qui a pu changer. C'est fluide, c'est beau, c'est très juste aussi, un beau roman sur la famille et sur plein de choses en fait. Donc j'ai beaucoup apprécié, ça laisse une marque en fait, parce que c'est un sujet que je n'avais pas forcément lu avant. Donc voilà, c'était une très belle découverte. Et voilà, on a fait le tour. En ce moment, je suis en train de lire les livres pour le mois de juin, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et j'aurai aussi des livres pour le mois de juillet et d'août, mais pas pour septembre, il me semble, parce que ça s'arrête en septembre, comme ça avait commencé en octobre, puisque septembre c'était le mois où on recevait les réponses en fait de si on faisait partie du club de lecture. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes avis vous ont donné envie, même si j'avoue qu'on est plus sur du bof-bof. C'est pas du bof-bof, c'est plutôt c'était bien, mais c'était pas non plus incroyable, parce qu'après c'est pas forcément le genre de livre que je lis, mais c'est bien aussi de découvrir d'autres styles. Et ce n'était pas de mauvaise lecture, c'était juste différent, pas des coups de cœur, mais ça se lit, j'ai envie de dire. Donc j'ai toujours pu retirer quelque chose de ces lectures, donc c'est ça qui est bien, c'était intéressant quand même. Donc voilà, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous avez des recommandations, je ne sais pas, sur des sujets que j'ai pu aborder dans ces avis, eh bien dites-le moi aussi en commentaire. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!